Histoire du soir, bonsoir et bienvenue dans ce jour 19 de notre calendrier de l'Avent vidéo. Je vais allumer donc la 4e bougie parce qu'aujourd'hui on est le 4e dimanche de l'Avent et c'est une bougie symbolique et ça tombe à pic avec l'histoire que je vais vous raconter. D'ailleurs, s'il y a des personnes un peu sensibles ou des futures mamans, je vous déconseille d'écouter cette histoire. En tout cas, j'allume ma bougie en hommage. Cette bougie, je la dédie à quelqu'un. En hommage, vous comprendrez pourquoi au fil de l'histoire. C'est une contributrice anonyme qui nous a raconté son histoire. Et je suis très sensible à ce genre d'histoire. Et vraiment, je me suis sentie révoltée. Et je pense que ceux qui ont un sentiment d'injustice constant vont avoir envie de tuer des gens ce soir. Vraiment. Donc sans plus tarder, je vous raconte son histoire. J'ai 30 ans. 31. Petit à petit, toutes mes amies ont eu des bébés. J'étais amoureuse d'un chouette type. Et l'idée de faire un mini-nous et de changer radicalement de vie commençait à m'exciter. Bien que le doute de mettre un enfant au monde dans notre époque de fou était présent, je refusais catégoriquement de me laisser dicter ma conduite par un système défaillant. J'en parlais à mon mec, et là, surprise, il était partant. On essaye vers le mois de mai, et là, chose impossible, je tombe enceinte en 1 mois. Chose impossible d'après le colloque médecin de mon mec. Bon, le plan A fonctionne à merveille. Passons au plan B, la thune. Je trouve du travail, et Jean, mon chéri, reprend tout doucement ses heures d'intermittence. On bosse comme des dingues. J'essaye de me renseigner auprès de ma mère et de mes amis sur comment se passe une grossesse, mais aucune n'a le même avis. Je suis un peu paumée. Je me mets à remarquer de petits saignements. Sur le conseil d'une amie, je pars voir mon généraliste. Il ne fait pas de suivi gynécologique. La gynéco de la PMI ne fait pas de suivi de grossesse, et il faut attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous. Il m'envoie aux urgences de la conception, qui est une maternité à Marseille. Je ne me sens pas légitime d'y aller, parce que je n'ai pas mal. Mais je n'ai pas le choix. La salle d'attente est remplie de nanas en dépression, qui racontent toute leur histoire à tour de rôle. À côté de moi, l'une d'elles raconte qu'elle a perdu son bébé à 5 mois de grossesse, et qu'elle se demande si cela n'a pas un lien avec son vaccin anti-Covid. Bref, mon tour arrive et je tombe sur une médecin exécrable, qui me parle comme un chien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des saignements? Oui, voici mes analyses. Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Elle me parle tellement mal que je suis à 2 doigts de me casser malgré mes 3 heures d'attente. J'ai bien envie aussi de la remettre à sa place. Mais comme elle va me foutre son truc dans la touche, j'ai pas envie qu'elle me fasse mal, donc je la ferme. Elle me fait une endoscopie et me dit qu'elle ne voit pas l'œuf. Très rapidement, elle me dit de refaire une prise de sang le lendemain pour voir si les hormones de grossesse, les bêta-HCG, sont remontées. S'il double, la grossesse est normale. S'il stagne, c'est une grossesse extra-utérine. Et s'il baisse, c'est une fausse couche. Je repars avec ces infos. Le lendemain, j'exécute au millimètre. Soulagement, les bêta-HCG ont doublé. Je repars au travail. Un restaurant dans le sud de la France, au sein duquel je fais la saison. 4 semaines se passent. J'ai toujours parfois de petits saignements, mais je ne m'inquiète pas. Ma première échographie de datation est programmée à 11 semaines. Je patiente. Mon corps change. J'ai l'impression de sauter dans le grand bain sans savoir nager. J'ai des milliards de questions irrésolues. Mais j'attends. Apparemment, c'est normal. À 3 jours de ma première écho, j'ai des saignements plus abondants que la première fois. Je vais voir une copine, qui est aussi une jeune maman, qui, sans plus tarder, m'emmène aux urgences de Cavaillon. Avant de me faire monter en maternité, le gynéco demande à l'infirmière mes examens, comme si je devais prouver que j'étais bel et bien enceinte. Il est totalement laxiste. C'est apparemment la fin de son service. Il me fait une endoscopie et me dit « Mais mademoiselle, vous avez dû faire une fausse couche. Je ne vois aucune trace d'embryon ni de placenta. » Il m'annonce la fausse couche au KLM, comme s'il me vendait une baguette de pain. Je fonds en larmes, appelle ma copine Hélène et lui demande de me ramener. Cela fait 2 mois et demi que je ne fume plus et que je ne bois plus. J'allume un joint et me prends 2 gin tonic. C'est l'été et merde. Je vais dormir. Le lendemain, je me réveille avec une douleur au bas-ventre incroyable. Je ne comprends pas. Mais je relativise en me disant que si j'ai fait une fausse couche, c'est peut-être normal. Je pars au boulot pour leur dire que je ne bosserai pas. Personne n'est encore là. Soudain, une énorme douleur me plie en 4. J'appelle Hélène en détresse. Elle appelle les pompiers. Ces derniers me trouvent allongée au sol. Ils m'amènent à Avignon, dans un hôpital, au service gynécologique. Je ne comprends plus rien. J'ai mal. Je relativise à l'idée de mourir tellement je souffre.
Je suis sur le brancard, la médecin me dit « Mademoiselle, vous faites une grossesse extra-utérine, on va devoir couper la trompe !» Je ne comprends rien. Je vois enfin l'anesthésiste, mon calvaire va s'arrêter. Un stagiaire ose poser son bloc-notes sur mon côté droit. Je m'énerve et le jette. Il le refait une deuxième fois, sans faire attention. J'ai encore assez de lucidité pour avoir envie de le buter violemment. Je pars au bloc. Je suis maintenant dans la salle de réveil. Ma première réaction est de demander à l'infirmière si on m'a coupé la trompe. Elle me répond « Je n'ai pas le droit de vous le dire, mademoiselle. » Je suis branchée de partout. Je pète un plomb et hurle avec tous les autres patients à côté de moi « Est-ce qu'on m'a coupé la trompe, putain ?» L'anesthésiste passe et me répond « Oui, il est 17h. Je vois le médecin à 21h30. » Elle m'explique ce qu'est une grossesse extra-utérine. L'embryon n'est pas descendu dans l'utérus et s'est développé dans la trompe qui a lâché. Il a fallu aussi me faire repartir à l'adrénaline car mon pouls avant l'anesthésie était très faible. J'ai également fait une hémorragie interne et ai perdu 2,5 litres de sang, soit la moitié de mon sang. Ils ont donc dû me transfuser. Je comprends que je viens d'échapper à la mort. Mon histoire est glauque, mais je veux aussi que ce soit un message pour toutes les femmes. Dans mon cas, il y a eu 2 erreurs médicales aux urgences. On ne m'a jamais prise en charge les 2 fois où je m'y suis rendue. On m'a parlé comme à une merde. Ayez confiance en vous. Ayez un médecin qui vous suit et en qui vous avez confiance. Écoutez-vous. Dites-le quand on vous parle mal. Et dites-le quand vous n'êtes pas d'accord. Les services d'urgence se meurent et on nous traite comme des chiennes. Alors soyez fortes dans ce monde. Waouh, c'est un magnifique récit. Franchement, t'as beaucoup de courage. Tu es très forte. Et malheureusement, avec ce qui se passe actuellement, je suis pas sûre qu'on retrouve un hôpital public digne de ce nom avant peut-être de toucher le fond du fond. Et je ne sais pas si on y est encore. C'est tellement courant en fait ce genre d'histoire, mais on va pas blâmer le personnel soignant qui, à mon avis, est tellement dépassé par tout ce qui se passe. Et de toute façon, quand tu fais de l'humain, quand tu travailles avec de l'humain et que tu n'as pas les moyens adéquats pour réussir tes missions de base, bah ton empathie, elle finit par disparaître. Supporter la pression que ta hiérarchie va te mettre, la pression aussi que tu vas recevoir de tes patients, si tu dois t'en occuper, je sais pas, si tu dois t'occuper de 30 patients par jour, et encore je suis gentille, c'est le speed. Tu peux pas bien t'occuper de quelqu'un. Et si les gens ouvrent leur bouche, bah t'as juste envie de les entartrer. Et ça, c'est totalement normal. Moi qui ai travaillé avec dans le social, je peux vous dire que notre patience, parfois, on n'en a plus, quoi. Et on va renvoyer chier des gens qui vont être gentils, mais qui vont être peut-être poser des questions, et à ce moment-là, nous, on n'a pas envie de répondre, on a envie d'être tranquille, parce que on est sous pression, parce que... Mais c'est pas comparable avec un service hospitalier où tu as la vie des gens entre tes mains. Et c'est là où c'est dramatique. Combien de personnes sont parties aux urgences et sont reparties chez eux avec un simple Doliprane alors qu'ils étaient en train de perdre la vie. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça. T'es même pas sûr aujourd'hui d'être sauvé si tu vas dans un hôpital. Donc c'est hyper inquiétant. Rappelez-vous, notre premier médecin, c'est nous-mêmes. Donc avant de faire confiance à un tiers qui n'est pas dans votre corps, il faut d'abord se faire confiance à soi. Si vous avez le moindre doute, la moindre inquiétude, filez aux urgences. Tant pis si on vous engueule, on s'en fout. Mais filez aux urgences, ou en tout cas dans des urgences compétentes, et demandez plusieurs avis. Très important, parce que quelqu'un va te dire A, peut-être que tu as un autre médecin qui va te dire B. Et puis soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps. Voilà, c'est tout. Merde, c'est pas compliqué. Faites-vous confiance. En tout cas, ma chère, je t'envoie plein de pensées positives. Je te fais d'énormes bisous. Et j'espère que ça ira bien pour toi. Que tu pourras nous pondre un joli bébé. Plein de force. Plein de bisous. Allez, c'est parti. Hop. En ce petit dimanche, on va manger notre 19e chocolat. Hop. On se retrouve demain, en forme et à fond, pour un épisode spécial.